Sarah, bonjour. Vous avez accouché le 10 avril 2010 d'un petit garçon, qu'on va appeler Samuel, en parfaite santé dans un hôpital parisien. Un enfant que vous désiriez beaucoup, le premier que vous aviez, je crois, à 41 ans. Et les services sociaux, vous allez nous raconter comment, ont très vite enlevé Samuel pour le placer en famille d'accueil, contre votre volonté. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, vous vous battez encore pour voir plus régulièrement votre fils, malgré qu'il exprime le désir de vivre auprès de vous. Alors, expliquez-nous, quelle était votre situation sociale, professionnelle et affective au moment de la naissance de Samuel? Alors, au moment de l'accouchement, ma situation professionnelle était en déclin puisque je ne travaillais pas. Je suis demandeur d'emploi. Je vivais avec mon conjoint en union libre. D'accord. Et comment s'est passé votre accouchement? Quelles ont été vos relations avec le personnel médical? Mes relations avec le personnel médical se passaient bien. J'étais un peu tendue, c'est logique, parce que j'attendais avec impatience l'arrivée de mon premier enfant. J'ai attendu 10 heures avant d'accoucher par césarienne, en urgence. Donc je n'étais pas préparée. Avez-vous manifesté un comportement, un geste ou une négligence envers votre enfant qui aurait pu laisser penser au personnel médical que vous n'étiez pas en mesure de vous en occuper? Je ne pouvais pas m'en occuper les 3 premiers jours puisque j'étais sous perfusion, sonde urinaire, etc. J'avais très mal et j'ai mal supporté la césarienne en fait. Et je demandais de l'aide pour qu'on puisse me soigner, pour qu'on puisse m'aider à porter mon fils dans les bras. Or, le personnel a été trop négligent vis-à-vis de moi. Ils m'ont laissée toute seule à me préparer et j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup de mal. Et on vous a reproché votre nervosité pour les raisons que vous venez d'évoquer? Ma nervosité était que partielle, puisque je ne savais pas comment faire pour m'occuper d'un petit bébé. C'est mon premier, donc je posais forcément des questions. Oui, c'est normal. Oui. Et pour quelles raisons vous a-t-on, expliquez-nous ça, hospitalisé à domicile peu après la naissance de Samuel par des soins d'une unité sociale d'un hôpital parisien? Donc après l'accouchement, je suis rentrée chez moi. Une sage-femme est arrivée tout de suite à mon domicile, sans me présenter de mandat, comme ça, un peu dévergondée. Elle s'est assise sur mon canapé, en m'appelant ma belle. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous sentez? Elle a voulu voir mon petit bébé, qui ne pleurait pas, qui dormait bien dans son berceau. Je m'en occupais bien, je lui donnais le biberon. Elle me disait, vous inquiétez pas, tout va bien. Elle voyait qu'il n'y avait pas de souci. C'était normal. Mon bébé dormait bien, il était calme, moi aussi. Je souriais. Il n'y avait pas de souci. Je lui faisais confiance. Je vais m'intéresser à quelques documents qui ont été établis à votre sujet suite à ce placement et juste avant. Il y a un premier document du 28 avril 2010, un rapport social de l'unité sociale de l'hôpital en question, qui dit la chose suivante, donc un document qui a été émis par le secteur pédiatrie de cette unité sociale, qui s'appelle « Exposé des faits », qui mentionne que cette intrusion des services sociaux à votre domicile s'est effectuée à la demande de la sage-femme libérale qui vous a accouché. Comment vous expliquez ça? Vous trouvez que c'était son rôle? Non, pas du tout. C'est pas une sage-femme de dire les propos tenus de ces rapports. Comment expliquez-vous qu'une sage-femme a pris une telle initiative? C'est bizarre. Une sage-femme comme ça n'avait pas à dire quoi que ce soit sur le futur, sur le devenir de mon petit garçon. C'est ça que je comprends pas. Pouvez-vous nous aider à comprendre qu'est-ce qui a suscité comme ça l'inquiétude de la sage-femme? Était son rôle d'engager un diagnostic psychologique de votre personne et de faire appel à une tierce personne dans le secteur médico-social? Qu'est-ce qui l'a inquiété?
la sage-femme, à votre avis? En fait, la sage-femme avait peur que je violente mon fils, avec des gestes violents, que je lui fasse mal. Elle était un peu parano, des gestes violents, tels que le secouage d'enfant. Si le secouage d'un bébé, c'est très perturbant. Donc, elle a su peut-être que je pouvais secouer mon fils. Parce que votre fils a pleuré, on a imaginé que vous aviez secoué votre fils. Voilà. Mais elle ne l'a pas dit. Elle a dit que la nuit, je me levais pour faire taire mon fils, avec des gestes violents. Sur quoi s'est-elle appuyée pour dire ça? Je ne sais pas, puisque je n'ai jamais fait ça et je n'ai jamais dit ça. Donc elle a expliqué que je leur ai dit que la nuit, je me levais pour faire taire mon fils avec des gestes violents. Et c'est tout. Le document évoque que lors de votre grossesse, vous avez bénéficié d'un suivi prénatal auprès d'une puéricultrice. Vous voulez bien nous raconter pourquoi et comment vous avez vécu ça? C'est à l'hôpital Mère-Enfant de l'Est parisien. J'ai été là-bas soi-disant pour me reposer 2 semaines sous les conseils de cette sage-femme libérale qui est venue chez moi. Ensuite, j'ai passé 2 semaines un peu en interrogation, puisque je ne comprenais pas pourquoi, après, je ne sortais pas avec mon petit bébé. Qu'est-ce qui se passait exactement? J'ai demandé plus d'explications à ces services, à cet hôpital. L'assistante sociale m'a répondu qu'il y a eu un signalement contre moi, et je n'étais pas du tout au courant. Et c'est à ce moment-là que j'ai été traumatisée par cette annonce. Et je suis restée 3 mois dans cette unité mère-enfant. Et j'ai été suivie par 2 médecins, un psychiatre et un pédopsychiatre, qui ont été assez violents psychologiquement sur ma personne. Un signalement par qui? Par la sage-femme libérale. Et quelles sont les violences qu'ils ont exercées sur vous, ces hommes-là? Les violences psychologiques que j'ai reçues d'eux, c'était: vous inquiétez pas, vous allez repartir avec votre fils. Votre fils ne va pas partir en famille d'accueil. Le document mentionne également que vous êtes connu des services hospitaliers, où vous auriez, je cite, séjourné récemment pour une fragilité psychique. Alors vous êtes décrite comme, je cite toujours le document, anxieuse, apparemment vite dépassée par les pleurs de votre fils, et vos gestes devenant plus nerveux, tout en essayant d'être maternant. Alors je vous pose la question, est-ce que vous vous sentiez en état de fragilité psychique, ou comment vous vous sentiez à ce moment-là? Durant ma grossesse, j'ai subi une crise d'épilepsie, mais c'était juste une toute petite crise de rien du tout, en fait. Donc, ils ont pris cet état en état psychique, de fragilité, et donc, ça peut être une cause un peu dangereuse, puisque quand on est épileptique, on peut avoir une crise avec un petit bébé dans les bras et le faire tomber. C'est ça dont ils avaient peur. Donc, ils ont pris comme cause cette crise épileptique pour que je puisse être épileptique, puisque ça n'a pas été avéré, ces problèmes-là. Donc, j'ai pu aller dans un hôpital pour accoucher sans crise d'épilepsie. J'ai pas eu de crise après, mais ils étaient toujours perspicaces. Et vous faites souvent des crises d'épilepsie? Non, je ne fais plus de crise d'épilepsie. Le rapport reconnaît que vous faites tout ce que vous pouvez, mais que vous pouvez aussi, je cite, perdre patience très rapidement. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cette impatience dans une situation précise où vous ne voyez pas à quoi ça fait allusion? Perdre patience, c'est-à-dire quand il y a des professionnels autour de moi, constamment, tout le temps, en train de m'épier, me questionner, regarder comment je fais, comment je change la couche, comment je prends le bain, comment je prends mon fils dans les bras, comment je tiens le biberon. Ça,
ça peut être des éléments persécutifs envers ma personne, puisque c'est tout le temps des reproches après. C'est pour écrire sur un rapport des mensonges, comme quoi je m'occupe très mal de mon fils, j'ai les gestes mal adaptés, je suis inapte à m'occuper d'un bébé. Et pourtant, j'étais dans les premiers jours, j'apprenais à être mère, et on ne m'apprenait pas en fait. J'avais aucune aide. C'est ce genre d'accompagnement que je revendique, car il n'y a pas de problème à ça. Surtout que toute femme, quand elle a un premier enfant, je l'imagine bien que ça s'apprend, on devient maman, on ne l'est pas inné pour les gestes du quotidien, bien sûr. Oui, voilà. Ce même rapport évoque une présence assez efficace, fréquente, du père de Samuel à vos côtés, alors qu'il avait développé, est-il dit dans d'autres endroits du rapport contesté, un rapport de dépendance avec l'alcool, et de l'autre côté, on met à votre actif des douleurs d'estomac fortes et des diarrhées que vous avez exprimées. Et le rapport en déduit votre besoin à vous, et non pas votre compagnon, d'aide manifeste. De quelle aide s'agit-il exactement? Je me demande, hein, c'est quoi comme aide? Il n'y a pas eu d'aide exactement. Vous confirmez que le papa de Samuel avait des difficultés avec l'alcool? Il a eu des difficultés d'alcool, il est toujours addict à l'alcool. D'ailleurs, il dénie tout alcoolisme et il peut voir son fils en toute liberté. Alors que moi, je dois être en visite médiatisée. Et à quoi vous attribuez à ce moment-là ces douleurs d'estomac fortes que vous aviez, ces diarrhées? Là, c'était à l'époque où je commençais mon rôle de mère. Je m'occupais essentiellement de mon bébé et je ne m'occupais pas de moi. J'oubliais même de manger, j'étais plus sur mon bébé. Voilà. Et à force de ne pas manger, j'avais des douleurs stomacales, mais sans plus, quoi. Peut-être aussi des appréhensions, vu le contexte. Aussi, oui. Les services sociaux vous ont-ils proposé une thérapie après votre baby blues, si on peut appeler ça comme ça? Après mon baby blues, oui, c'est l'hôpital Mère Enfant. Je suis allée à l'hôpital Mère Enfant pendant 3 mois. Comment expliquez-vous le fossé qu'il y a entre cette décision donc de vous retirer votre enfant et la conclusion de ce même rapport qui pourtant disait, en conclusion, il y a des raisons évidentes de s'inquiéter du devenir immédiat de l'enfant et de sa mère, mais il n'y a aucun signe manifeste de maltraitance avérée. Il y a aussi toutes les raisons, je cite, de procurer à madame les moyens d'assumer son rôle et ses responsabilités en renforçant un réseau de proximité de soutien. C'est complètement contradictoire, non? Oui, tout à fait. Comment vous expliquez ce fossé alors entre l'absence de signes de maltraitance avérés et la décision quand même extrêmement dure qui a été prise? C'est inexplicable. Ça, ces services ne savent pas ce qu'ils disent. Il faudrait peut-être qu'ils relisent leur rapport. Mais c'est sûr que s'ils disent qu'il n'y a pas de maltraitance, donc je ne suis pas en danger, mais pour eux, je le suis. Alors, si je m'appuie maintenant sur un deuxième document du 28 avril 2010, donc peu de temps après la naissance de votre enfant, il s'agit maintenant d'une lettre manuscrite de la sage-femme qui exprime son inquiétude, je la cite, qui n'a fait que croître, donc au fil des 4 visites qu'elle vous a en tout rendues à votre domicile, concernant, je cite, la mise en danger psychique, voire physique de votre enfant. Elle dit que votre fils présentait, je cite, des signes de dépression du nouveau-né, sans que ces signes d'ailleurs soient précisés ou décrits. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la dépression d'un nouveau-né? Je suppose qu'une dépression du nouveau-né, c'est un petit bébé qui est tendu, qui pleure tout le temps, qui se sent pas bien, qui est mal à l'aise. J'imagine qu'il est stressé de par le contexte qui était le vôtre, mais en quoi peut-on dire que c'est une dépression? Je ne sais pas. Pourtant, mon fils était un bébé calme, il dormait bien, il ne pleurait que pour ses biberons. Toutes les 3 heures, je me levais pour faire ses biberons. Et
Je ne l'ai jamais vu en état de dépression, parce que mon fils ne pleurait pas. Et quand vous receviez la visite de ces personnes des services sociaux chez vous, comment réagissait votre bébé à ce moment-là? Il dormait, il était dans son berceau, il était dans mes bras, il était calme. Vous présentez, dit la lettre aussi, des signes de troubles psychiatriques non étiquetés par votre psychiatre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire, non étiqueté? Je m'interroge aussi. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit exactement, puisque je n'avais pas de psychiatre à l'époque. On m'a suivi à l'hôpital, mais c'est tout. J'avais pas de suivi psychiatrique. Je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça. Elle a fait un petit excès de zèle, quoi. Vous semblez, poursuit la sage-femme, présenter, je cite encore sa lettre, une grande difficulté à apporter à votre enfant une sécurité affective. Alors, elle relie ce constat à certaines questions que vous lui aviez posées la veille sur la fragilité du crâne des bébés, notamment en cas de choc ou de chute de l'enfant. Et vous sentant submergée la nuit, impuissante par les pleurs de votre bébé, c'est souvent le cas des nourrissons d'ailleurs, vous auriez dit pouvoir être tenté, je cite, de le violenter. On imagine mal, si je puis me permettre, un tel aveu face à des services sociaux qui sont déjà très sur le qui-vive avec vous. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi avez-vous posé cette question, donc, sur la fragilité du crâne des bébés? Justement, je débutais mon rôle de mère et je posais trop de questions à l'époque. Je parlais beaucoup. Et quand j'ai confiance, je parle. Je parle énormément, je me questionne. Quel est l'endroit le plus fragile du crâne d'un bébé? Évidemment, c'est derrière la nuque. Et je n'ai pas fait attention à cette question. Je me suis rendu compte seulement après que effectivement, ce n'était pas une question à poser, surtout pas à cette sage-femme, parce que ça allait me mettre dans un état d'anxiété après. Et pourquoi en a-t-elle déduit que vous pouviez, quand il pleure, elle vous citerait apparemment, entre guillemets, être tenté de le violenter? Là, elle a fait un excès de zèle, parce que c'est pas vrai du tout. J'ai jamais parlé de ça avec elle. La nuit, je me levais pour faire 6 biberons. Et enfin, il y a le chef de service de gynécologie qui a souhaité, toujours selon cette lettre, être contacté concernant les mesures prises et donner son, je cite, éclairage de médecin sur la situation. Et il affirme détenir des informations sur votre santé psychique transmises par votre psychiatre. Outre le fait que l'avis d'un gynécologue, il nous semble, ne saurait avoir de valeur psychiatrique, votre psychiatre avait-il le droit de violer le secret médical en lui révélant des informations sur cette affaire, alors qu'aucun délit n'a jamais été constaté, grave ou moins grave, avec votre enfant? Comment vous interprétez ces choses-là, vous? C'est bizarre, parce qu'effectivement, un psychiatre ne doit pas révéler aucune information. Ce psychiatre-là, je le connaissais à peine. C'était juste pour l'accouchement que je l'ai vu. Donc je ne parlais pas beaucoup de ma vie. Donc je ne sais pas. Normalement, c'est sous la confidentialité totale. Ce psychiatre a fait une grave erreur. Une faute professionnelle, et peut-être, il me semble aussi que les psychiatres peuvent parler, mais vraiment dans des cas extrêmes, quand il s'agit de la police, et s'il y a eu meurtre, des choses comme ça. Oui. Surtout, il me disait, vous inquiétez pas, votre bébé, vous allez bien vous en occuper. Oui, bien sûr. Il était très positif vis-à-vis de moi. Il se doutait de rien du tout. C'est pour le moins surprenant. Oui. La sage-femme, toujours cette même femme qui a écrit une lettre, en a conclu aussitôt la décision suivante, alors je cite, qu'il lui semble impératif que des mesures de protection de l'enfance soient prises de façon urgente. C'est encore elle qui propose dans cette lettre une structure d'accueil mère-enfant ou un placement de l'enfant. Le mot placement, dépassant largement le cadre d'un séjour transitoire, ici, mais bien un nouveau lieu de vie, coupé de sa mère, a de quoi surprendre, surtout qu'elle demande en post-scriptum à être contactée et informée par portable de la décision prise. Donc, comment expliquez-vous une telle implication d'une sage-femme sur ce qu'il faut bien se résoudre à appeler finalement des ressentis, de simples ressentis?
c'est ce qu'elle souhaitait. Mais elle n'est pas juge. Elle ne peut pas juger avant une audience. Donc, et en plus, elle ne m'a même pas informée de quoi que ce soit, de ce signalement. Elle ne m'a rien dit. Donc, elle l'a fait selon ses termes à elle. C'est ce qu'elle voulait, peut-être. Peut-être que c'est une vengeance aussi. Vengeance de quoi? Peut-être qu'elle s'est sentie mal à un moment donné avec moi. Elle avait peut-être des gestes un peu lesbiennes sur ma personne. Elle me caressait la cuisse, le genou, elle m'appelait ma belle, elle voulait même peut-être m'embrasser, mais je l'ai rejetée. J'ai dit non, je ne suis pas comme ça, désolée. Donc je crois que cette femme est un peu jalouse de moi et elle a voulu se venger de moi. Alors, nous en venons maintenant au troisième document de décembre 2012, une expertise psychiatrique d'un autre hôpital parisien. 2 ans plus tard, après le placement de votre enfant en famille d'accueil, donc votre fils et vous êtes toujours séparés. Il a alors 2 ans. Cette expertise vous décrit comme doté d'une, je cite, bonne santé physique, tendue mais calme, un peu plus bizarre, attentive et collaborante, jamais hostile ni agressive, réservée, malgré, je cite, des antécédents de phobie sociale. Alors êtes-vous d'accord avec ce diagnostic de phobie sociale? Pourquoi? À quoi elle fait allusion? Dans quel contexte? Les phobies sociales, c'est justement les médecins, les psychiatres, les pédopsychiatres qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. C'est aussi les professionnels, les visites médiatisées, quand mon fils était en pouponnière, en visite médiatisée, c'est surtout des remarques désobligeantes sur ma personne. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que j'ai peur. J'ai peur de mal parler, j'ai peur de mal réagir, j'ai peur de ma réaction vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils peuvent dire une phrase qui peut me toucher. Et dès qu'il y a une phrase qui peut me toucher, je peux devenir agressive, réactive. Oui, voilà, je réagis à leur façon de me parler. Et si ça ne me plaît pas, ils ont gagné. S'ils voient que je réagis très mal, ça y est, ils ont vu que ça y est, elle est agressive, elle est ceci, elle est cela. Quoi. Donc mes phobies sociales, c'est ça. Quoi. Alors une expertise qui contredit le premier diagnostic de la sage-femme de l'hôpital précédent, qui dit cette fois-ci, elle n'est pas inexpressive, ni d'autres éléments plus loin sont notables en faveur d'un état dépressif majeur. Conclusion, notre examen ne permet pas d'évoquer une dangerosité pour elle-même et pour son enfant. On vous conseille un suivi en psychiatrie, justifié par des éléments persécutifs, que vous venez de justifier d'ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ce psychiatre fait allusion? Justement, ce psychiatre voulait un suivi en psychiatrie pour accepter l'accompagnement, pour accepter le placement. Il faut que j'accepte le placement, sinon je ne peux pas travailler avec les services sociaux. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon enfant. C'est pas travailler avec les services sociaux, c'est travailler le retour au domicile de mon fils. C'est tout. Je ne veux pas travailler avec ces gens-là qui sont menteurs dans leur rapport. Et ça ne vaut rien. Ce placement ne vaut rien. Alors, ce même médecin que j'ai cité à l'instant, dans cette expertise psychiatrique, enfin un médecin humain, de votre côté, si je puis dire pour une fois, enfin un autre plutôt, est le premier à reconnaître dans cette expertise la dureté de la situation pour vous et votre enfant. Et il vous reconnaît comme, je cite, en souffrance de la séparation avec votre enfant. C'est enfin le premier qui reconnaît ça. Votre fils et vous ayant, je le cite, encore passé bien peu de temps ensemble, avec un apprentissage, dit-il, du quotidien à faire. Alors, on vous pose enfin la question que tout le monde, je pense, veut poser. Comment votre fils, alors aujourd'hui âgé de 4 ans, vit-il votre séparation quand il vous voit désireuse de vivre avec lui depuis sa naissance? Oui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je le vois encore très peu, trop peu. Les services sociaux ne font pas allusion aux expertises psychiatriques.
puisqu'elles sont positives pour moi. Tout ce qui est positif pour moi, c'est négatif pour eux. Donc, il faut bien un équilibre. Donc, je le vois 1h30 par mois, en visite médiatisée dans un centre d'accueil. Mon fils vient vers moi, il est content de me voir. Il est content, mon fils, il sait que je l'aime beaucoup, et lui aussi m'aime beaucoup. Depuis sa naissance, je lui dis ça. Je lui dis d'être patient, d'être courageux, parce que je suis fière de lui. Mon fils, pendant les visites, est très, très désireux de montrer qu'il aime sa maman aux services sociaux, et il veut rentrer au domicile, chez lui. Il veut rentrer chez lui. Est-ce que vous sentez que votre fils s'exprime librement envers vous, sur ce qu'il ressent, ou vous sentez bridé par les services sociaux? Il est bridé. Il est bridé complètement parce que les professionnels qui sont là, qui sont présents, l'empêchent d'être libre avec moi. Et moi aussi, j'aimerais bien être libre avec mon fils, puisque lui, tout ce qu'il est désireux, c'est d'être avec sa maman en liberté. Et là, il n'y a pas de liberté. Il se sent un peu stressé parce qu'il pense que s'il parle trop, ça ne va pas leur plaire. Alors il ne sait pas trop s'il doit me parler, s'il ne doit pas me parler. Il a peur. Il a peur de quelque chose. Il a peur de... Comment il exprime ça, le fait qu'il n'est pas libre avec vous quand les services sociaux sont là? Il ne parle pas. Il ne parle pas, il ne me répond pas à mes questions. Il est triste. Est-ce qu'il vous arrive de le voir dans une pièce où les services sociaux ne sont pas là? Non, je ne le vois pas dans une autre pièce, à part que j'ai le droit d'aller seule avec lui aux toilettes. C'est tout. Et dans ces moments très rapides, vous l'emmenez aux toilettes par exemple, est-ce qu'il exprime des choses qu'il n'osait pas dire avant? Non, non, il ne peut pas s'exprimer. Il est mal dans sa peau. D'ailleurs, je le vois physiquement, il est très maigre. Il est très maigre, je pense qu'il ne mange pas. Il ne fait pas d'activité sportive. 4 ans et demi, il peut faire la natation, il peut apprendre à nager, il peut apprendre le judo aussi. Il peut faire des activités qu'il aime, autres que de rester à jouer dans une pièce. Et comment exprime-t-il son désir de revenir vivre avec vous? Il m'exprime, maman, je veux vivre avec toi. Comment expliquez-vous une autre expertise psychiatrique de la même année 2012 qui conclut exactement l'inverse de l'expertise que je viens de citer à l'instant, à savoir que vous êtes reconnue cette fois-ci par un autre médecin comme une femme extrêmement fragile et anxieuse, qui a un regard vide, transparent, et plus loin, on vous attribue une désorganisation psychique, une forte immaturité psycho-affective, mais bien intentionnée et bien disposée. Et on conclut un vécu persécutif qui vous est attribué dans votre passé. Comment est-ce que vous confirmez ce diagnostic de vécu persécutif, désorganisation psychique? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est du n'importe quoi. Elle a recopié exactement les mêmes phrases que ce qu'il y avait écrit dans les rapports avant, depuis le début en fait. Elle était pas très, très sympa avec moi, elle me stressait, j'arrivais pas à lui parler déjà. L'expertise s'est faite en 10 minutes. Cette femme a fait un mauvais rapport sur ma personne et donc a mal diagnostiqué ma personnalité. C'est tout le contraire du psychiatre, en fait. Ils sont toujours en contradiction. Ce qui est étonnant. Donc ce psychiatre ne conclut que sur un traitement psychologique et psychiatrique pour vous aider à traverser des moments de dépression, dit-il, dont vous n'avez pas conscience. Alors, question, vous sentez-vous dépressive et estimez-vous avoir besoin de psychotropes ou d'anxiolytiques? Non, je ne me sens pas du tout dépressive. J'ai plutôt la joie de vivre. J'ai des amis, j'ai ma famille qui me soutiennent énormément et je n'ai pas d'état dépressif en ce moment. Avez-vous de l'appétit? Quelle est la qualité de votre sommeil? Oui,
j'ai de l'appétit, je mange bien, mon sommeil c'est bien, je dors bien aussi, mes nuits sont parfaites. Je rêve beaucoup. Je vais m'appuyer à présent sur le 4e document de décembre 2013, une autre, à nouveau, expertise psychiatrique du père de votre fils. Donc, vous êtes aujourd'hui séparé du père de votre fils, et votre ex-compagnon peut-il voir votre fils, et selon quelle modalité? Oui, mon ex-compagnon voit mon fils 2 fois par mois, pendant 3h30, en sortie libre, malgré son déni d'alcoolisme. Et vous? Je vois mon fils en visite médiatisée, 1 fois par mois, 1h30. Pourtant, l'expertise du même premier psychiatre que celui qui était humain qu'on a évoqué tout à l'heure, tout en ne décelant pas en lui de troubles psychotiques, évoque quand même le fait que votre ex-compagnon nie tout problème d'alcoolisme, sans aucun signe visible de dépendance. Mais il est dit être accessible à une sanction pénale. Est-ce que vous savez à quoi fait allusion le psychiatre ici? Dans quel contexte? Oui, parce que j'ai porté plainte contre lui en 2012. Il est venu complètement ivre à ma porte d'entrée, qu'il a fracassé avec un objet en métal. Et donc j'ai dû porter plainte parce que là, il allait me tuer gravement, quoi. Et donc j'ai déposé une plainte que j'ai montrée au juge en 2012. Et j'attends toujours son procès verbal. Le médecin dit avoir affaire à votre présence à une personnalité, je cite, immature, démunie, mal préparée à des soins maternels, malgré un désir d'enfant et un sincère attachement. Alors, votre situation de novice pour un premier enfant était-il à vos yeux insurmontable, susceptible de vous rendre inapte à garder votre enfant en sécurité près de vous? Non, pas du tout. Je pouvais garder mon fils près de moi, il n'y a pas de souci. Peut-être avec un travailleur social à côté pour m'aider justement à me préparer à être maman, à m'aider à m'occuper de mon premier enfant. Ça aurait été très bien pour moi, au lieu de ce placement inutile. Alors, en bas de page de cette expertise figure une note au sujet d'une pouponnière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une pouponnière? Logiquement, une pouponnière, c'est un endroit qui reçoit des enfants entre 0 et 3 ans. Ce sont des professionnels sociaux, donc payés par la mairie de Paris, qui reçoivent soit des handicapés, soit des enfants maltraités, en vue d'un placement en famille d'accueil. Parce que, en fait, avant la famille d'accueil, un enfant doit aller en pouponnière, normalement. Avant, c'est de 0 à 3 ans. On ne peut pas le mettre en famille d'accueil directement. Alors, cette même note, en bas de page, fait une observation qui n'est pas très explicite, de modification au pluriel du comportement du père de votre enfant, sans autre précision. Est-ce que vous voyez à quoi cela fait allusion? Non, ça ne me regarde pas, de toute façon. Autre document, le 5e document, du 23 juillet 2014, le jugement du tribunal pour enfants. Alors là, c'est proche de la date d'aujourd'hui. Votre enfant donc est alors et à présent âgé de 4 ans, toujours en famille d'accueil. Les services d'accueil ayant en charge votre fils sollicitent dans ce document le renouvellement de la mesure de placement étayée par des affirmations pour le moins contradictoires. Il y est dit que votre fils, je cite, investit peu à peu sa famille d'accueil, où il réussit à trouver des repères, mais
qu'il supporte difficilement le changement. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça fait allusion exactement? Le changement, c'est-à-dire que mon fils ne supporte pas d'aller d'un endroit à un autre. Quels sont ces endroits de l'un à l'autre? Je pense qu'ils veulent dire par famille d'accueil. Peut-être une famille d'accueil remplaçante si sa famille d'accueil actuelle part en vacances. Il doit aller dans une autre famille d'accueil qui reste en France, par exemple. C'est ça que mon fils a du mal à trouver encore une stabilité. Il ne supporte pas le changement parce qu'encore une fois, il doit partir. Il doit repartir, il doit être placé, replacé. C'est un objet. Et on utilise mon fils comme un instrument. Il n'a pas de stabilité. On ne lui apprend pas la stabilité, l'affection, l'amour. Il n'a aucun repère en fait. Il ne prend pas ses repères, il est perd. Il n'a aucun repère, il est très mal dans sa peau. Je ne vois pas en quoi ça sert un placement en fait. Si ça sert à détruire un enfant, c'est un objet, c'est pas un enfant. Que dit et veut votre fils au sujet de son placement? Est-ce qu'il le comprend? Est-ce qu'il veut rester là où il est? Il ne veut certainement pas rester où il est. C'est sûr qu'il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer. Mais il vous demande pourquoi il n'est pas avec vous, non? Non, il ne me pose pas cette question. Alors, le même jugement du tribunal pour enfants dit « Son évolution est satisfaite, même s'il existe encore des moments d'angoisse. » Est-il dit « en cas de temps gris ou pluvieux, ainsi qu'au moment du coucher, lesquels s'expriment par des mouvements de balancier de l'enfant. » Comment vous interprétez ces moments-là d'angoisse et ces mouvements de balancier? S'il se balance en voulant dormir, c'est qu'il manque beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'il se balance. Plus loin dans ce jugement, vous êtes jugé coupable de manifester une attitude défendue, je pense que c'est défensive, vous sentant persécuté dans l'opposition au placement que vous qualifiez d'injuste. Réaction donc estimée par les juges de nature à insécuriser votre fils. Et la preuve de l'insécurité dont il souffrirait, par votre faute, est-il stipulé, se manifeste toujours selon les juges lors des temps de visite. Ils disent, je cite, « Il se protège en refusant de livrer des éléments sur son quotidien, tant à l'école que dans sa famille d'accueil. » Comment vous expliquez ce comportement de votre fils ici? S'il doit se taire, il doit se taire. On lui dit certainement de ne pas parler trop avec sa maman. Et il ne faut pas qu'il s'attache à sa maman. C'est logique pour eux. Sa maman, c'est un danger. Alors, Samuel ne me répond pas. Il a beaucoup de mal. Et ça le fragilise aussi. Vous êtes mentionné comme disant être à l'écoute de votre fils et des professionnels, souhaiter que votre fils soit en liberté avec sa mère, content des visites que vous lui rendez. Et vous dites, selon un lien encore plus fort qu'avant, qui vous a fait demander donc une augmentation des temps de visite. Qu'exprime votre fils quand vous passez du temps ensemble et comment? Il s'exprime bien, en souriant, en me disant « Maman, maman, je t'aime, je te trouve très belle. » Ou alors « Maman, tu viens me chercher à l'école ?» Je dis oui, mais le problème c'est le juge qui décide. En quoi, donc séparés l'un de l'autre depuis maintenant 4 ans, depuis sa naissance, votre lien s'est-il renforcé? Mes liens sont renforcés par le biais de l'attachement. Mon fils s'attache quand même à sa mère, à ses parents. Il y a un lien qui a toujours été entre nous. Il se montre patient et me montre aussi qu'il a envie de rentrer à la maison. Il vous le dit comment? Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Votre ex-compagnon et père de votre fils est mentionné dans ce jugement comme peu satisfait de ces mesures. Selon lui, le dossier n'est pas correct.
je cite le document, « Il est inquiet de la prise en charge de votre fils, estimant que l'association qui est en cause n'est pas solide. » C'est-à-dire, pourquoi? Oui, l'association dans laquelle je viens voir mon fils, son centre d'accueil, n'est pas solide parce que justement il mente dans les rapports. Il n'y a pas de travail ensemble. Tout ce qu'il fait, c'est dénigrer les parents. Donc le père de mon fils a tout à fait raison. Sur ce point de vue-là, je le soutiens très fort. Et comme vous, il souhaite que votre fils, le cite, soit libre. Il est opposé à la famille d'accueil où, je le cite, il y a selon lui beaucoup de problèmes. À quel problème fait-il allusion? Parce qu'on nous a fait la remarque comme quoi mon fils cassait ses lunettes. Mon fils porte des lunettes, il est astigmate, il doit les porter tout le temps. D'ailleurs, à ce propos, je ne le vois jamais avec. On me dit qu'il les porte à l'école, j'espère. J'espère qu'ils sont sérieux sur ce point de vue, parce que c'est important de voir clairement les choses. Surtout quand on est un petit garçon. Et mon fils s'énerve souvent quand, par exemple, un adulte lui dit « fais pas ci, fais pas ça ». Il ne supporte pas, il casse ses lunettes, il doit casser quelque chose. Donc, il a ses lunettes, il les prend, il les casse. Sur ce point de vue-là, il y a aussi sur ses camarades de famille d'accueil, sa camarade de chambre lui prend ses jouets, il ne supporte pas, et il y a des bagarres entre eux. Et donc, il se bagarre et ça va pas. Voilà, c'est pour ça que c'est pas solide, parce que mon fils n'est pas content de son vécu dans la famille d'accueil, apparemment. Si je résume la situation depuis le début, ni vous, ni le père de votre enfant, ni votre enfant n'êtes d'accord pour ce placement en famille d'accueil. Oui, tout à fait, on n'est jamais d'accord sur ça, de toute façon. Le jugement s'appuie pour maintenir le placement de votre fils sur votre absence de suivi psychiatrique. Il parle de déni de vos fragilités psychologiques. Est-ce que vous êtes favorable, depuis cette affaire, à une aide thérapeutique ou suivi psychiatrique? Je serais favorable si vraiment j'étais en état de dépression, d'état complètement aberrant. Si je crie, si j'agresse les gens. Mais ce n'est pas mon état actuel, donc je ne vois pas l'intérêt de faire un suivi. Ce suivi n'a aucun intérêt. Et quand on parle de fragilité psychologique, est-ce que ça relève de la maladie pour vous? De quoi s'agit-il exactement? Non, ce n'est pas une maladie du tout. C'est une fragilité psychologique. C'est plutôt la façon dont on réagit. Si je suis réactive, s'il y a des propos qui ont été injustes, que je dois les mentionner, ça y est, les services sociaux ne sont pas d'accord. Et là, il y a un conflit entre nous et on ne s'entend pas trop bien. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement aux services sociaux, c'est leur problème, c'est pas le mien. Le jugement conclut aussi que le père de l'enfant n'est pas davantage à même d'élever votre fils en raison, alors je cite, de zones d'ombre entretenues par lui sur la réalité de sa situation qui font échec à la mise en place d'un droit d'hébergement et plus largement à un travail. De quelle zone d'ombre est-il question ici? Parce qu'en fait, le père de mon enfant n'est pas français, il ne parle pas très bien la langue française, et donc ils ont beaucoup de mal à coordonner ensemble. Donc les services sociaux, c'est logique qu'ils disent ce genre de situation, comme quoi c'est des zones d'ombre, ça va pas, quoi. C'est pas clair pour eux. Et la situation du père de votre enfant, sur un plan professionnel, social, est laquelle? Il a un travail ou... Oui, il travaille, je pense, sinon. Il travaille, il a de l'argent, ça va, il a chez lui. Puisque nous sommes séparés, je ne connais pas sa vie actuelle. Le plus important est cette conclusion effrayante du tribunal, qui se veut rassurante. Alors je lis le document. Enfin, si l'évolution de Samuel est rassurante, j'ai bien dit rassurante, ce dernier reste sujet à de fortes angoisses qui nécessitent une prise en charge adaptée au sein d'un service d'accueil familial thérapeutique. Alors, quelle serait la meilleure thérapie pour apaiser votre fils selon vous? C'est qu'il rentre à la maison.
l'amour avant tout est une chose primordiale pour qu'on puisse être bien dans sa peau. Il faut savoir aimer. Un enfant doit être aimé de zéro toute la vie. Pour conclure cette interview, comment expliquez-vous ce placement contre le gré de l'enfant et de ses parents? C'est une injustice. Ce placement n'a ni queue ni tête, il n'a pas lieu d'être. Il aurait été plus favorable qu'on puisse m'aider dès le départ. Comme ça, j'aurais eu peut-être, on m'aurait appris. Mais là, on m'apprend rien du tout. On me dénigre. Ce placement ne sert qu'à séparer les enfants des parents. Ça ne sert à rien de placer des enfants inutiles. Sauf évidemment quand il y a des violences qui menacent la vie physique de l'enfant, bien sûr, des choses très graves, Bien j'imagine. sûr. Mais ça n'a pas lieu d'être, puisque ce n'est pas évoqué. Évidemment. Alors, les motifs invoqués tout en bas du jugement indiquent que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à l'aide sociale à l'enfance. Les services sociaux sont financièrement considérablement gratifiés à chaque placement d'enfants en famille d'accueil. Savez-vous ce qu'il en est des familles d'accueil elles-mêmes indemnisées? Je sais qu'ils sont très bien payés. En tout cas, plus de 1100 € par enfant. Alors, c'est une information effectivement exacte. Chaque famille d'accueil touche un salaire de 1143 € par enfant, par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, un salaire de 1810 € et des poussières pour 2 enfants, 2477 € pour 3 enfants, etc. Donc, votre fils est placé dans une famille qui en comporte combien d'enfants? Elle garde 4 enfants. 4 enfants en famille d'accueil. La famille d'accueil a récemment émis le souhait d'emmener votre fils à l'étranger, vous demandant l'autorisation d'établir un passeport à son nom. Avez-vous donné votre accord et pourquoi? Je n'ai pas donné mon accord parce que je ne sais pas où va mon fils. Et dans ces cas-là, c'est toujours non. Avez-vous eu un droit de regard, de réserve ou des critères à faire valoir pour le choix de la famille d'accueil où on a placé Samuel? Non, je dois me taire. Vous aviez des désirs, des préférences, des interdits pour ces placements d'accueil personnellement? J'aurais plus préféré une famille française que maghrébine. Et si vous deviez adresser un message aux services sociaux, que leur diriez-vous? D'être plus attentif aux souhaits des parents, de pouvoir négocier un retour éventuel, parce que ça peut froisser l'existence de l'enfant. C'est très grave, les placements d'enfants. Surtout ce qui s'est passé pour moi, car vous avez vu dès le départ qu'il n'y a pas eu de maltraitance avérée. J'aime profondément mon fils et je n'ai pas eu le temps de pouvoir l'éduquer normalement. Bien, on vous remercie beaucoup. Merci Sarah. Au revoir. Merci.